Affrontement sans précédent entre les États-Unis et la Libye. L'aviation américaine a bombardé des bases et des navires libyens en riposte à des tirs de missiles contre ces appareils. La course au perchoir, Giscard se retire et Chaban sera vraisemblablement le futur patron de l'Assemblée nationale. Les suites du vin au méthanol. 8 personnes sont mortes en Italie. Un bateau-citerne transportant du vin italien est retenu dans le port de Sète et 19 cargaisons restent sous surveillance. Et puis 7 Oscars pour Souvenir d'Afrique de Sidney Pollack. L'histoire officielle sacrée meilleur film étranger. Un bon cru pour la fête du cinéma à Hollywood. Madame, Monsieur, bonsoir. Une confrontation ponctuelle ou le début d'une escalade, c'est la question que l'on se pose ce soir après les affrontements qui ont opposé la Libye aux États-Unis dans le golfe de Sirte. Voici plusieurs jours que la 6e flotte américaine croise au large de la Libye dans les eaux internationales pourtant revendiquées par Kadhafi. C'était un moyen pour l'Amérique de prouver qu'elle ne veut pas céder aux exigences du numéro 1 libyen. Et puis hier soir et ce matin, c'est donc l'affrontement. Les batteries libyennes ouvrent le feu contre les avions américains. La réplique de l'aviation américaine ne se fait pas attendre. Quatre vedettes libyennes et 2 bases de missiles sont bombardées. Avec cette interrogation à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir, ce conflit peut-il s'étendre à toute la Méditerranée comme le prétend le colonel Kadhafi, ou s'agit-il d'une simple passe d'armes entre 2 ennemis jurés, l'Amérique de Reagan et la Libye de Kadhafi? Nous allons le voir dans un instant, mais d'abord le rappel des faits avec Philippe Gassot. En 2 jours, l'aviation américaine a franchi la ligne de la mort, un tracé théorique qui suit le 32e parallèle. Pour le colonel Kadhafi, son franchissement par air ou par mer constitue une violation territoriale. Une fois encore, les missiles libyens ont été lancés en direction des appareils de la chasse américaine. La riposte a été immédiate. 2 vedettes garde-côtes comme celle-ci ont été sérieusement endommagées, ce qui porte à 4, peut-être à 5, les bâtiments libyens touchés ou coulés. Plusieurs dizaines de morts seraient à déplorer. Pour la seconde fois, une batterie missile radar a été bombardée près de la ville de Sirte. Pour l'armada américaine, forte d'une trentaine de bâtiments, appuyée par 3 porte-avions dotés de 240 appareils, il s'agit de faire respecter la libre circulation dans les eaux internationales. Seules sont reconnues les eaux territoriales des 12 000 nautiques. Le colonel Kadhafi appuie sa légitimité sur l'usage qui reconnaît à plusieurs pays la propriété entière des golfes ou des estuaires, en plus des eaux territoriales. Sûr de son bon droit, le colonel Kadhafi, qui déclenche manifestation sur manifestation à l'intérieur, appelle à la rescousse le monde arabe et demande que les bases, les ambassades, les intérêts américains dans les pays arabes soient investis et les espions américains exécutés. On voit que le colonel n'est pas prêt à renoncer, il a décidé de poursuivre sa riposte. Réponse américaine, un nouveau bâtiment chasseur de sous-marins arrive d'Espagne afin de renforcer le dispositif. Les manœuvres de la 6e flotte vont continuer. Vous l'avez compris, donc pas question d'interrompre les manœuvres américaines au large de la Libye. Le secrétaire d'État américain à la Défense l'a précisé tout à l'heure, ce qui tend donc à prouver que l'affrontement de ces dernières heures n'est pas tout à fait fortuit. Voici des semaines que l'on s'attendait à un incident dans la région, tant il est vrai que la présence des navires américains ne pouvait que susciter la colère de Kadhafi. Mais apparemment l'Amérique y voit un test, c'est sa façon de prouver sa fermeté à l'encontre d'un pays qui se présente comme le refuge du terrorisme international. Alors sur les raisons de cette fermeté américaine, le commentaire de notre correspondant à Washington, Jacques Abouchard. La démonstration de force de la 6e flotte fait évidemment monter la tension, mais peut-on parler d'un piège tendu par Washington au colonel Kadhafi? En tout cas, le bouillant leader libyen a foncé tête baissée. Ronald Reagan est assuré de jouer sur du velours vis-à-vis de son opinion publique. Il a également le soutien du Congrès avec des réserves. En effet, certains parlementaires reprochent au président de ne pas vraiment les avoir consultés. Et surtout, ils redoutent que l'opération actuelle ne se solde par une nouvelle vague anti-américaine à travers le monde arabe. Oui, le coup de poing américain contre la Libye vient au terme de 3 mois de crise ouverte entre Washington et Tripoli. Une crise qui débute véritablement avec les attentats de Vienne et de Rome. C'était, vous en souvenez, le 27 décembre dernier. Mais depuis plusieurs années déjà, le décor était planté pour servir de cadre à l'affrontement. Bruno Albin. Kadhafi-Reagan, la tension monte depuis l'arrivée du président à la Maison-Blanche. Août 81, déjà dans le golfe de Sirte, déjà un porte-avions américain et 2 appareils libyens envoyés par le colonel Kadhafi pour tester les défenses du Nimitz. Les 2 avions libyens sont abattus. Quelques jours plus tard, à bord d'un autre porte-avions, Ronald Reagan félicite l'aéronavale américaine. Les États-Unis viennent de retrouver le ton d'une nation fière
et sûr de sa force militaire. 4 ans plus tard, 27 décembre 85, Vienne et Rome, la tuerie. Autour des comptoirs de la compagnie israélienne El Al, 20 morts, plus de 100 blessés. Le terrorisme palestinien a frappé dans 2 capitales connues pour leur ouverture à l'égard du problème palestinien. Washington et Jérusalem accusent Abu Nidal et désignent la Libye comme le soutien actif des terroristes. À Tripoli, le colonel Kadhafi brandit la menace de la guerre et promet d'embraser la Méditerranée si l'on s'en prend à son pays. Le discours s'adresse au président Reagan, mais l'Amérique est encore sous le choc des attentats de Vienne et aussi de Rome, avec la mort d'une fillette de 11 ans. Le président ne répond pas directement au leader libyen. « Je ne parle pas aux assassins de petites filles », lance-t-il aux journalistes. Mais à la Maison-Blanche, on lance un appel au boycott international de la Libye. Washington invite, sans trop de succès, les 1500 Américains résidant dans ce pays à le quitter. Mouammar Kadhafi inspecte avec ostentation les bâtiments de sa marine. Le face-à-face tourne de plus en plus à la confrontation. Un peu plus au large, depuis fin janvier, la 6e flotte américaine, que le président Reagan a envoyée en manœuvre. De nombreuses réactions, bien sûr. Alors on peut les classer en 3 catégories. D'une façon générale, les pays arabes font bloc derrière la Libye avec 2 chefs de file, l'Iran et la Syrie. Moscou, de son côté, dénonce les Américains, mais demeure très prudent dans son attitude. Quant aux alliés des États-Unis, bien, ils soutiennent discrètement Moscou. Paris fait ainsi état de sa très grande préoccupation, tout en soulignant que les principes du droit international doivent être respectés et garantis de façon pacifique, ce qui est un soutien mesuré, très mesuré, aux Américains. Il y a enfin tous ceux qui marquent leur inquiétude devant le risque d'escalade. Et c'est la vraie question, Edouard Laure, est-ce la fin d'une escarmouche ou le début d'un vrai conflit? Écoutez, disons que dans l'immédiat, on voit mal comment ces incidents pourraient, parce que la question est là, s'étendre à l'ensemble de la Méditerranée. D'abord parce que les États-Unis n'ont pas trouvé du côté de leurs alliés européens le soutien qu'ils pouvaient espérer. À Rome, par exemple, le Premier ministre juge tout cela inadmissible. 2, parce que l'unanimité des pays arabes derrière Kadhafi est beaucoup plus théorique que pratique. Que l'Iran et la Syrie s'empressent d'assurer Kadhafi de leur soutien total est sûrement une bonne chose, mais l'un comme l'autre ont déjà suffisamment de problèmes avec leurs propres voisins. Et sans oublier Moscou, qui se contente d'affirmer son soutien moral, pas plus pour l'instant, au peuple libyen. En revanche, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est la menace du colonel Kadhafi, appuyé par les Palestiniens, par tous les mouvements palestiniens, de représailles contre les intérêts américains partout où ils se trouvent dans le monde. Et l'on sait malheureusement trop bien comment se concrétise ce type de menace. Voilà donc ce que l'on pouvait dire au soir de l'affrontement qui a opposé ces dernières heures l'Amérique et la Libye dans le golfe de Sirte. Et puisque nous avons évoqué le terrorisme, il y a aussi ce double attentat contre l'ambassade américaine au Japon et le palais impérial à Tokyo. 2 tirs de roquettes qui n'ont fait ni dégâts ni blessés, car par chance, les projectiles ont manqué leur cible. Notez quand même que cet attentat survient à quelques semaines du sommet des 7 pays industrialisés qui doit se tenir au Japon. L'attentat n'a toutefois pas été revendiqué. Les images donc de cet attentat au Japon. C'est toujours l'attente pour les otages français au Liban, avec peut-être, je dis bien peut-être, de nouvelles tractations sur place. Hier, le cheikh Fadlallah parlait d'une libération prochaine, quelques jours, disait-il, pour les otages. Cheikh Fadlallah, qui est l'une des autorités religieuses libanaises les plus écoutées par les milieux chiites. Eh bien aujourd'hui, il a reçu la visite d'une délégation iranienne, ce qui pourrait peut-être être un signe. De Beyrouth, les explications de notre envoyé spécial, c'est Pierre Serra. 3 éléments que l'on peut tenter de relier par un fil ténu relancent la spéculation, sinon l'espoir, ce soir à Beyrouth. La visite à Téhéran il y a quelques jours du ministre syrien des Affaires étrangères, M. Charé. La déclaration du cheikh Fadlallah hier, disant qu'il pourrait y avoir du nouveau pour les otages dans quelques jours. La visite enfin aujourd'hui à Beyrouth, où elle a rencontré les chefs religieux chiites d'une délégation des Affaires étrangères iraniennes, dirigé par M. Hassan Lawassi, directeur général. Mais rien n'indique clairement que les choses puissent être liées. Il vaut mieux être prudent. Les rebondissements de ces dernières semaines nous incitent à attendre pour voir. Pierre Serra, antenne de Beyrouth.
La bataille pour le perchoir, c'est ainsi que l'on appelle la présidence de l'Assemblée nationale. Cette bataille s'est conclue aujourd'hui par un accord, par un compromis. Il y avait deux candidats, Jacques Chaban-Delmas pour le RPR, qui tenait la corde, et Valéry Giscard d'Estaing pour l'UDF. Eh bien, ce sera probablement Chaban-Delmas, puisque l'ancien président a retiré tout à l'heure sa candidature. Mais il l'a fait, vous allez le voir, sans gaieté. Le compte-rendu de cette journée avec Daniel Brem qui l'a suivi. Pas d'état d'âme au RPR où, en présence de Jacques Chirac et de nombreux ministres, l'unanimité s'est faite sur la candidature de Jacques Chaban-Delmas à la présidence de l'Assemblée. Pierre Messmer, élu lui président du groupe gaulliste en remplacement de Claude Labbé, devenu président d'honneur, ne voit là aucune provocation. Je dirais très simplement que la tradition républicaine est que le principal groupe de la majorité désigne en son sein le candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est une tradition à laquelle, je crois, on n'a jamais manqué sous la Ve République. Cette décision avait été annoncée juste avant que ne commence, quelques rues plus loin, le bureau de l'UDF convoqué pour débattre du soutien à Valéry Giscard d'Estaing, candidat lui aussi au perchoir du Palais Bourbon. L'ex-président de la République, rentré tout exprès d'Auvergne, devait mettre fin à la guerre larvée en renonçant de lui-même à la fonction tant convoitée. La désignation d'un candidat pour lequel les autres sont invités à voter n'est pas une attitude d'union. C'est dommage. Bien entendu, l'UDF ne fera rien pour diviser la majorité nouvelle. Cette première passe d'armes démontre que les rivalités entre RPR et UDF risquent d'être attisées d'autant plus facilement que VGE et Barre joueront à l'extérieur du gouvernement le rôle de censeurs. Jean-Louis Sen, c'est un compromis, un accord important parce qu'il évite une division immédiate de la majorité dès l'ouverture de l'Assemblée nationale. Vous savez, à l'UDF, on a décidé ce soir de suivre la partition mezzo voce en douceur et de ranger les couteaux avant d'avoir à déterrer la hache de guerre. En fait, Valéry Giscard d'Estaing et l'UDF derrière lui se rendent bien compte que c'est le RPR qui est aujourd'hui le maître du jeu. Majoritaire au gouvernement, comme il l'est au Sénat, comme il l'est désormais dans 20 des 22 nouveaux conseils régionaux, il le sera demain à l'Assemblée nationale grâce à l'élection sans problème de Jacques Chaban-Delmas au perchoir. Au nom de l'Union, Valéry Giscard d'Estaing a voulu à tout prix éviter le casus belli avec le mouvement de Jacques Chirac. Ce soir, il formule un vœu pieux, j'aurais souhaité, dit-il, il lance une attaque, ce n'est pas une attitude d'union, et il exprime un regret, c'est dommage. Bref, l'ancien chef de l'État entérine le fait majoritaire au sein de la nouvelle majorité. Seulement, l'affront indirect que l'UDF a subi aujourd'hui, il faudra bien le masquer. Il ne se fera pas sans contrepartie. Il faudra que Jacques Chirac trouve pour Valéry Giscard d'Estaing, qui a joué l'union pendant toute la campagne, et même avant, lui qui avait été l'initiateur de leur retrouvaille, il faudra que Jacques Chirac donne un autre gage de l'union de l'opposition à son ancien adversaire de l'élection présidentielle de 81. Et il faudra qu'il le fasse rapidement. J'ajoute que la cohabitation s'installe petit à petit. Aujourd'hui, François Mitterrand a reçu les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. 1h30 d'entretien, mais pas d'information à la sortie. Quant au ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, M. Seguin, il a annoncé qu'il recevrait les partenaires sociaux à partir de mercredi pour un premier tour d'horizon. Le premier reçu, eh bien, ce sera André Bergeron pour Force ouvrière. Et puis, le gouvernement s'étoffe avec 2 nouveaux ministres et un secrétaire d'État nommé tout à l'heure. Il s'agit de M. Georges Chavannes, d'abord, qui est député CDS de la Charente et qui a été nommé tout à l'heure, donc, ministre délégué chargé du commerce et de l'artisanat. Ça remonte à 19h44. Et puis, une nouvelle femme, Mme Michèle Barzac, qui a été nommée ministre déléguée chargée de la santé, donc, auprès de M. Seguin. Ces 2 ministres participeront donc au Conseil des ministres. Enfin, Jean-Jacques Descamps, qui est député UDF du Nord, vient d'être nommé secrétaire d'État au tourisme. Les difficultés du Parti communiste avec comme un appel d'air pour les rénovateurs. Hier, des militants communistes de Renault prenaient place dans leur rang. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la section communiste de Peugeot-Sochaux qui réclame une réforme en profondeur du parti. Enfin, il y a ce conseiller général du Loir-et-Cher qui, lui, a préféré se mettre en congé du parti pour désaccord avec la stratégie de la direction. Autant de signes qui interviennent alors que le comité, vous le voyez, le comité central du PC est réuni pour tirer les enseignements de l'échec du 16 mars. Et Serge Miseret, qui suit pour nous ce comité,
me communique qu'il y a eu deux interventions importantes. Celle de Georges Marchais, pour dire que le Parti communiste était maintenant seul contre tous. Un discours qui exclut donc apparemment toute idée d'un débat à l'intérieur du parti. Et puis l'intervention de Pierre Juquin, qui est le chef de file des rénovateurs, qui réclame un débat avec les dirigeants au cours d'un congrès extraordinaire, de langage donc différent et inconciliable. Claude Popren, me dit-il également, un dur du bureau politique, aurait rejoint ce soir les rangs des contestataires. Après un départ sur les chapeaux de roue pour son premier marathon agricole, François Guillaume a rangé son artillerie après avoir contesté le gel des prix proposé par la Commission de Bruxelles. Il est entré aujourd'hui de plein pied dans les négociations après avoir trouvé peut-être un allié de poids dans la personne du ministre allemand de l'Agriculture. M. Guillaume a confié tout à l'heure ses impressions à Maryse Manot après ses 2 premiers jours de négociations et de compromis. D'avoir des syndicalistes, on a des ministres, mais le problème est le même, c'est qu'il faut trouver le point commun, la position commune qui va dans le sens de chacun, mais qui n'est pas tout à fait la position complète de chacun. Voilà le compromis. Et Dieu sait que le compromis est difficile à cause des circonstances particulières dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Mais est-ce que les agriculteurs de la FNSEA vont donc comprendre que vous êtes obligés d'arriver à un compromis? Mais les agriculteurs de la FNSEA savent tout ça depuis longtemps. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous connaissons les marathons qui n'en finissent pas. Aujourd'hui, les circonstances sont différentes. Il est probable que nous ne pourrons pas conclure pour le 1er avril, tout simplement parce que l'échéance électorale française a quand même perturbé cette négociation. Mais vous pouvez être certain que je vais appuyer la présidence, le président est un Néerlandais, pour que nous puissions le plus rapidement possible conclure et conclure positivement. C'est ce qu'attendent les agriculteurs français comme tous les agriculteurs européens. Quand, par exemple, on pourrait aboutir? Oh, vous savez, ça, nous avons un prochain conseil au mois d'avril, le 21 et le 22. D'ici là, je vais occuper beaucoup de mon temps à rencontrer les diverses délégations, les Allemands, les Anglais, les Italiens, etc., pour essayer de trouver des points communs et, à partir de ces points communs, essayer prochainement donc de bâtir un consensus le plus tôt possible. Le vin frelaté en Italie devient une véritable affaire nationale. 8 personnes sont mortes après avoir absorbé ce vin qui est additionné de méthanol. Du coup, toutes les exportations de vin italiens sont dans le collimateur. Les cargaisons de 19 navires ont ainsi été placées sous surveillance douanière à 7 pour vérification et pour analyse. Alors, faut-il s'inquiéter? Ce vin frelaté a-t-il des chances d'arriver sur nos tables? Il semble bien que non. Bruno Ledreff et Patrick Boittet nous expliquent pourquoi. Après la mise sous séquestre de la cargaison de ce navire-citerne, 18 autres pinardiers ont aujourd'hui leur chargement placé sous surveillance douanière dans le port de Sète. Plus de 50 000 hectolitres de vins italiens soupçonnés de contenir du méthanol. En effet, jeudi dernier, l'œnologue Jean Hubert sonne l'alarme à Sète. Du vin italien importé par un négociant de la ville et trafiqué. Alertés, les services de la répression des fraudes découvrent rapidement chez 3 autres négociants des lots de vin contenant du méthanol, tous de la même origine, la firme Antonio Fusco, dans la région des Pouilles, au sud de l'Italie. Immédiatement, l'alerte est donnée à l'ensemble du territoire, à Sète et à Marseille. Les douanes vérifient désormais la totalité des cargaisons alors que d'habitude, seuls 15% des lots sont analysés. De leur côté, les laboratoires de la répression des fraudes examinent des échantillons de vin italien dans la France entière, pour l'instant, sans résultat. Jusqu'à présent, aucun des échantillons prélevés sur le territoire français n'ont donné de résultats inquiétants. Les teneurs en alcool méthylique des vins prélevés sont tout à fait normales. L'alcool méthylique est toléré dans le vin? Non, alors l'alcool méthylique n'est pas toléré. L'alcool méthylique est un produit naturel de la fermentation alcoolique. Il se trouve à dose extrêmement faible dans le vin. Et les doses que nous avons trouvées sont des doses qui sont de cet ordre. Rien à voir avec cette addition d'alcool méthylique qui servait à augmenter artificiellement le degré alcoolique du vin pour le vendre plus cher. Au-dessus d'1 gramme par litre, le méthanol peut provoquer la cécité ou la mort du consommateur. Dans les échantillons de vin fraudulé bloqués à 7, la dose de méthanol était de 20 grammes par litre. Des accidents en série en France. Hier, je vous l'annonçais, c'est un four d'aluminium qui explosait dans une usine d'Issoire, dans le Puy-de-Dôme. Bilan 4 morts et 25 blessés. Ce matin, c'est une poutrelle qui se détachait d'une plateforme. C'est à Fos. Bilan 4 morts là encore. Et dans les 2 cas, c'est semble-t-il le mauvais temps qui est à l'origine de ces accidents. Françoise Champet.
C'est au cours d'une manœuvre de levage particulièrement délicate qu'un câble de cette grue s'est rompu. 4 ouvriers qui travaillaient à l'étage inférieur de la plateforme en construction ont été écrasés par la chute d'une lourde pièce métallique. Aucune certitude encore sur les raisons de cet accident. Le vent qui avait soufflé toute la nuit s'était calmé ce matin au moment de l'accident. Et puis à Issoire, c'est sans doute aussi la tempête qui est à l'origine de la catastrophe. Selon plusieurs témoins, la foudre se serait abattue sur le toit d'un bâtiment. À l'intérieur, une trentaine d'ouvriers surveillaient un four d'aluminium en fusion. L'explosion a tout dévasté. 4 personnes ont trouvé la mort et l'on dénombre une vingtaine de blessés. 7 Oscars à Hollywood pour Souvenir d'Afrique de Sidney Pollack, un triomphe pour ce film adapté du livre de Karen Blixen qui sort donc demain sur les écrans français. France Roche a d'ailleurs eu le nez creux puisque dès hier soir, elle nous présentait ce film en avant-première. Il est vrai que c'était le favori. Pour le reste, c'est un palmarès classique pour une cérémonie qui ne l'était pas moins. Souvenir d'Afrique, 7 Oscars, dont celui du meilleur film, de la meilleure mise en scène et de la meilleure musique. C'est un film sur l'Afrique des années 20 à 30, vu à travers le regard d'une femme déçue, aimée et abandonnée tour à tour par 2 hommes, qui finit par conquérir son indépendance intérieure. Meryl Streep, qu'on pensait favorite pour le prix de la meilleure actrice dans ce film, a été distancée au poteau par Geraldine Page. Prix du meilleur acteur à William Hurt, qu'il avait déjà remporté à Cannes pour Le baiser de la femme araignée, où il joue un homosexuel pris dans l'étau de la lutte politique. Prix du meilleur film étranger enfin à Histoire officielle, film argentin sur le thème des enfants de disparus adoptés par une famille d'oppresseurs officiels. Le film avait déjà été primé à Cannes. Colin Serrault, qui représentait la France, repartira sans Oscar. Et oui, l'Histoire officielle, c'est un film magnifique qui méritait bien ce prix du meilleur film étranger, mais c'est quand même une déception pour les protagonistes du succès français de l'année, 3 hommes et un couffin, qui avaient fait le déplacement dans l'espoir d'une récompense. Alors notre correspondant à Los Angeles, Claude Guénière, a quand même vécu ces dernières heures en leur compagnie. Lorsqu'on est français, producteur qui démarre, et qu'à son 3e film on fait plus de 7 millions d'entrées, rien qu'en France, que l'on gagne 3 Césars et que le film est sélectionné pour l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood, alors on plane, on rêve, on n'en croit pas ses yeux et on traque. Jean-François Le Petit, producteur de 3 hommes et un couffin, est livide lorsqu'il s'assoit en face de la presse avec les réalisateurs des 4 autres films étrangers sélectionnés. Il grille cigarette sur cigarette, intimidé d'un coup d'être devenu un grand, mais comblé. Le film va prochainement sortir aux États-Unis. Ensuite sera fait un remake avec des acteurs américains qu'il coproduira avec Walt Disney. Colin Serrault en sera la réalisatrice. Les ambitions les plus folles sont dépassées. Et Jean-François Le Petit va faire rire tout le monde quand il avouera le nombre de bébés qu'il a utilisés. Beaucoup. A lot of... No, 4 baby. 4? Yes. Pour les Français, l'Amérique, c'est encore la bagnole, la belle américaine. Jean-François Le Petit et ses assistants vont aller chercher André Dusselier à l'aéroport. Et ensemble, ils vont découvrir Los Angeles, ses habitants, leur folie et leur gentillesse. C'est comme dans un film, on a envie de tout essayer quoi. La moto, la voiture, on a envie de se promener, on a envie de voir les gens, on a envie de... C'est un film quoi. Le soir dimanche, Michel Boujna arrive à son tour à Los Angeles. Il n'a qu'une envie, parler. Pendant 4 heures, il est resté bloqué à l'aéroport de Toronto au Canada, tout seul. L'Américain qui venait me chercher à l'aéroport, je l'ai tué. Je l'ai tué, j'avais pas parlé depuis 4 heures. Tu m'as vu ne pas parler pendant 4 heures? Non. J'ai parlé à personne pendant 4 heures, il n'y avait personne autour de moi. Il est arrivé, il m'a dit bonjour, j'ai fait Yaba Gaba Dagaba. Il est arrivé là, il était comme ça. Je suis mort de rire. J'ai parlé de tout, de tennis, de Woody Allen, de cinéma. En français. J'en pouvais plus. En anglais. Le lundi vers 16h à l'hôtel Beverly Hills, les chauffeurs de limousine ont fait démarrer leur moulin. Dans sa chambre, Michel Boujna enfile son smoking, heureux. Moi, je vais voir les plus grandes stars du monde, là, du cinéma, tu vois. Les Américains, ça veut dire Jessica Lange, elle va passer peut-être à côté de moi, peut-être même elle va me serrer la main, éventuellement elle va me prendre pour un groom ou un balayeur du coin, mais... Et je m'en fous du moment qu'elle me serre la main. Je suis comme un groupie. Ça veut dire je vais être comme ça, moi, toute la soirée. J'ai pas l'impression du tout de faire partie de ce milieu, encore.
Ni ici ni en France d'ailleurs. Je suis toujours émerveillé quand je croise une star, des gens comme ça. Je reste toujours tout à fait spectateur. Si j'arrive pas à mettre ce bouton d'enchaîne, je me tue, que ce soit clair. The 58th Annual Academy Awards. La guerre des modèles se poursuit dans l'industrie automobile avec l'esquisse de 3 nouvelles voitures françaises pour Peugeot Citroën. 3 modèles dévoilés par notre confrère l'Action Automobile. Vous allez les voir. Voici d'abord la petite Citroën AX qui sera la grande vedette du Salon de Paris. Ça n'est pour l'instant qu'un dessin. Voici ensuite la nouvelle CX telle qu'on pourra la découvrir en 1989. Voici maintenant 11 ans que la première a été lancée. Et puis la 605, ce sera le futur fleuron de Peugeot. Elle devrait voir le jour pour le Salon de 1988. Elle se situe quelque part entre la 505 et la 604. En sport, le football à l'honneur demain soir pour la rencontre amicale France-Argentine. Henri Michel a communiqué tout à l'heure la composition de l'équipe de France. Vous allez la voir sur votre écran. À noter l'arrivée en masse des jeunes puisque les valeurs sûres telles que Platini, Giresse, Touré et Papin ne seront pas de la partie. Un match sans Platini, ça n'est quand même pas tout à fait pareil. D'autant qu'on attendait le choc des stars entre Platini et Maradona, le joueur argentin qui nous promet quand même un très beau spectacle au bout de ses chaussures. Son portrait par Brigitte Duvauchel. C'est dans ces bidonvilles de Buenos Aires qu'a grandi Diego Maradona. Issu d'une famille nombreuse, l'enfant prodige du football argentin a fait du chemin, sans oublier les siens. El más importante para usted en la vida? Mi familia es todo. Después de mi familia puedo disfrutar de todo, antes no. Signe de croix, sautillement sur un pied, c'est par superstition qu'il effectue ce rite chaque fois qu'il pénètre sur la pelouse. Le meilleur joueur au monde, Maradona ou Platini? Que Platini es un grandísimo jugador. Yo no creo en el mejor jugador del mundo. Maradona, surnommé le Petit Pelé, est le joueur le plus cher au monde. Il a été acheté 8 milliards de centimes par le club de Naples. Des tifosi sont même venus à Paris le voir jouer. Il est la star, il est le roi. Petit décrassage ce matin, la star Maradona n'aime pas être dérangée par les caméras. Maradona qui ne comprend pas pourquoi Platini ne joue pas demain soir. Platini no viene a jugar. ¿Pensa que tiene miedo de usted? No, de ninguna manera. Yo no lo como. Platini no le puedo hacer nada. La météo, maintenant une météo un peu moins ventée qu'hier avec Laurent Boussier. Oui, et entre la tempête de la nuit dernière où les vents ont atteint 160 km/h et la nouvelle perturbation qui arrive sur l'Atlantique, eh bien nous allons marquer une pause avec demain un ciel temporairement plus clair. Regardez la photo satellite, vous allez voir, c'était la photo satellite de cet après-midi avec encore des nuages sur la France et puis de nouveau une perturbation, une grosse perturbation sur l'Atlantique. Entre les deux, une zone plus claire, c'est cette zone plus claire qui sera demain sur la France. Donc, une carte pour demain un tout petit peu plus ensoleillée. Regardez cette carte avec toujours des nuages sur l'est du pays ou de la Lorraine à la Corse, le temps sera couvert avec de la grêle et encore des giboulées. Et puis des nuages de nouveau sur l'extrême ouest, des nuages qui arriveront dans l'après-midi sur la Bretagne, sur la Normandie et sur les pays de la Loire. Entre les deux, un temps plus clair avec un petit peu moins de vent et surtout beaucoup plus d'éclaircies. Côté température, elles sont en légère hausse, c'est normal, le soleil revient de 9 à 12 degrés sur la moitié nord avec 11 degrés à Paris et de 11 mais jusqu'à 16 degrés sur la moitié sud, 16 degrés à Perpignan, température tout à fait de saison. Notre agenda pour terminer relativement rapidement. Demain, c'est mercredi 25. Ça sera le mercredi 25 mars. Le soleil se lèvera à 6h43, se couchera à 19h11. 4 minutes de soleil en plus. C'est la Sainte Larissa et c'est surtout la pleine lune. Le dernier journal, ce sera avec Bernard Pradino aux environs de 23h35. Il reviendra en détail sur la situation dans le golfe de Sirte après l'affrontement entre les États-Unis et la Libye, avec, semble-t-il, une première conséquence. L'ambassade des États-Unis au Liban a été tout à l'heure la cible d'une vingtaine de tirs. Donc, conséquence sans doute de cet affrontement dans le golfe de Sirte. Demain, 6h45, Télématin, William Lémergie, et je vous retrouve à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.